Les humains avaient passé 3000 ans à perfectionner leurs compétences en gestion bureaucratique des catastrophes selon l'hégémonie des êtres raisonnables. Si vous considérez 14 formulaires différents, 6 approbations de comités et une période de réflexion obligatoire comme le summum de la préparation aux urgences, alors leur protocole de réponse aux crises était une merveille d'efficacité. Les espèces qui composaient l'hégémonie avaient dépassé l'époque où elles se fiaient à leur instinct ou prenaient des décisions hâtives. Des actes qu'ils mettaient sur le même plan que la télé-réalité et les sacrifices rituels. À titre d'exemple, considérez les Voraques. Ces descendants en boucle s'étaient frayé un chemin depuis les rangs des chasseurs en meute pour devenir des xénobiologistes renommés à travers la galaxie, échangeant leurs cris ancestraux contre des articles savants qui ont été évalués par des pairs. Bien qu'ils aient naturalisé leur structure de meute avec des outils tels que des organigrammes et des évaluations de performance trimestrielles, ils l'avaient également rendue plus civilisée. Leurs stations de recherche étaient si méticuleusement précises qu'elles faisaient passer les chronomètres suisses pour des instruments négligés. Le commandant Zeus était l'incarnation idéale de ce changement. Sa stature de près de 7 pieds, sa fourrure argentée et ses yeux ambrés lui conféraient une efficacité impitoyable qui aurait rendu jaloux n'importe quel contrôleur de train allemand. Elle supervisait la station de recherche Kepler 442b. 12 de ses collègues avaient consacré les 18 mois précédents à documenter la vie végétale indigène de ce monde lointain dans l'espoir que leur découverte finirait un jour par accumuler de la poussière numérique dans les archives de quelques bureaucrates. La stratégie de l'hégémonie pour gérer les situations risquées était très bien pensée. Faire le point, examiner, donner le feu vert et agir. Pendant des siècles, cette procédure en 4 étapes avait préservé la stabilité galactique et évité d'innombrables décisions hâtives. Le fait qu'elle ait parfois conduit à des catastrophes évitables n'était que le prix à payer pour la civilisation. La hégémonie avait cassé environ 2 œufs et il est impossible de faire une omelette sans en casser quelques-uns. 7 millions d'œufs jusqu'à présent. Kepler 442b. La station de recherche était l'apogée logique métaphoriquement parlant. Il y avait un plan en place pour faire face à toute urgence potentielle qui avait été soigneusement envisagée. Il y avait 17 scénarios distincts dans lesquels les systèmes de suppression d'incendie étaient activés. Des simulations informatiques ont été utilisées pour tester les procédures d'évacuation de 1000 manières différentes par seconde. Jusqu'à la nanoseconde, l'IA de la station pouvait prédire quand les machines tomberaient en panne. L'humour de l'univers, cependant, a échappé à ces prédictions. L'ironie cosmique était parfaite, la pluie de météorites est arrivée un mardi, le jour le plus ennuyeux de la semaine selon les statistiques. Comme un barman enthousiaste secouant un martini, le premier impact a ébranlé la station. La symphonie du désastre des sirènes d'urgence a commencé alors qu'un spectacle de lumière cramoisie jetait une lueur apocalyptique appropriée sur la scène. Alors qu'elle se tenait dans le centre de commandement, la commandante Zis gardait le même niveau de calme que ses ancêtres auraient eu face à un mammouth. Ces écrans étaient remplis de rapports de dommages. En raison d'un manque de formation, le groupe se déplaçait lentement mais méthodiquement en adhérant aux procédures d'évacuation qui avaient été répétées encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Vex, le second en commandement, a signalé une brèche dans la coque dans la section C. Son énergie anxieuse était évidente alors que ses griffes cliquetaient nerveusement contre le panneau de contrôle. Les générateurs de gravité variant dans les quartiers d'habitation compromettent l'intégrité structurelle dans les sections DF. Stus regarda le calendrier d'évacuation sur l'écran principal avec ses yeux ambrés et hocha la tête. Il faut 14 minutes et 37 secondes pour terminer l'abandon de la station.
Les protocoles de réponse d'urgence de l'Hijgemani avaient sans aucun doute et sans accroc fourni un système magnifiquement organisé pour l'évacuation en cas de caprice cosmique, y compris, mais sans s'y limiter, les éruptions solaires et les bouleversements politiques. Un invité inattendu est apparu avec le deuxième impact de météorite qui a percé la coque de la station et transformé la section B en une lucarne improvisée. Il y eut une pluie d'étincelles et de jurons lorsque les terminaux informatiques tombèrent au sol après que l'explosion ait fait tomber 3 de ses chercheurs. Le nouveau calendrier d'évacuation indique une période de 19 minutes. Vex fit son annonce avec ce ton distinctif qui ne sort que lorsqu'on annonce de mauvaises nouvelles. Il y a plusieurs sections où l'effondrement structurel est imminent. À ce moment-là, les petits commencèrent à pleurer. Les 3 plus jeunes membres de la meute, Zavik, Tiran et Nera, venaient de sortir de leur première mue et étaient suffisamment petits pour déclencher tous les mécanismes de défense que leur espèce avait développés au cours de millions d'années. Comme de bons petits louveteaux voraques devraient le faire, ils étaient dans l'aile éducative lorsque le premier impact s'est produit suivant leur itinéraire d'évacuation désigné. Malheureusement, le second impact avait transformé leur voie d'évacuation prévue en, pour le dire poliment, un gouffre massif rempli de débris tombants. À travers le système de communication, le groupe pouvait entendre leurs cris perçants et aigus à l'aide qui traversèrent les sirènes d'urgence comme du beurre. 30 mètres de métal tordu et de panneaux de plafond qui s'effondraient les séparaient du groupe principal et ils étaient piégés derrière une cloison effondrée. Pendant environ 1 heure, les louveteaux pouvaient rester en vie dans leur combinaison de survie, c'est-à-dire si le bâtiment ne s'effondrait pas sur eux et ne les écrasait pas en petites crêpes plates. Avec la même précision glaciale qui a fait d'elle un prédateur de premier ordre, le commandant Z fixe le schéma, son cerveau amélioré, calculant les probabilités de sauvetage. Ce n'étaient pas des chiffres encourageants. Les chances de survie du groupe seraient réduites de moitié si des ressources étaient détournées de l'évacuation principale pour essayer de les sauver. La zone où le petit a été trouvé était très instable et il y avait 93% de chances qu'elle s'effondre complètement dans les 20 prochaines minutes. Les protocoles d'hégémonie ont été spécifiquement développés pour faire face à des situations comme celle-ci. Quand les quelques-uns étaient minuscules et faisaient face à des défis formidables qui nécessiteraient de grands sacrifices pour être surmontés, les exigences des nombreux prenèrent le pas. Le choix était pleinement rationnel avec des modèles mathématiques et nombre de vies sauvées de catastrophes similaires recueillies sur plusieurs décennies. Le groupe s'en sortirait. Les petits oursons ne le feraient pas. Quand il s'agissait de calculs de survie, les émotions n'avaient pas leur place, et les chiffres disaient toujours la vérité. Sa voix portait le poids du commandement et le goût amer du sacrifice nécessaire alors que Zeus annonçait la séquence finale d'évacuation. Chaque employé doit se rendre à une capsule d'évacuation, suivant le protocole, sans exception. La meute se retira de manière méthodique. Malgré des pulsions longtemps réprimées de protéger leur propre progéniture, chaque membre suivait docilement son chemin désigné. Les morts étaient nécessaires pour que la civilisation progresse. Les visages des petits qui ne seraient jamais assez vieux pour soumettre leur premier rapport de recherche étaient parfois portés par ces sacrifices. C'est à ce moment-là que Ripley Blackwood a décidé de fourrer son nez là où il ne devait pas. Surnommé en argot intergalactique, le département qui passe inaperçu jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, Blackwood était une employée du secteur de la maintenance. Elle était l'une des 3 humaines stationnées sur Kepler 442b et son rôle principal était d'agir comme une version biologique de la maintenance par percussion, même si son rôle officiel était d'offrir un support technique.
Quand la technologie extraterrestre montrait des comportements étranges, les gens avaient une propension inquiétante à la réparer en la frappant avec des clés à molette, en la scotchant avec du ruban adhésif ou en utilisant ce qu'ils appelaient la résolution créative de problèmes, mais que d'autres considéraient comme un manque terrifiant de respect pour les protocoles de sécurité. Sa courte queue de cheval ébouriffée et ses cheveux sombres trahissaient son apparence négligée, et sa combinaison était plus une tache de graisse qu'un tissu. Un inspecteur de sécurité de l'hégémonie aurait besoin de sédation avec les objets de sa trousse à outils qu'elle avait improvisés. Les outils qu'elle possédait comprenaient des coupeurs à plasma, des grappins magnétiques assemblés avec du ruban adhésif électrique, et une lueur d'espoir et un pied de biche qu'elle avait affectueusement surnommé « raison », car il l'aidait à surmonter la résistance de certaines machines. Apparemment, c'était le travail de Blackwood de s'assurer que les toilettes restaient opérationnelles, alors elle se trouvait dans les puits de maintenance inférieurs lorsque la tempête de météorites a frappé, effectuant des réparations de routine sur le système de recyclage de l'eau. Jusqu'à ce qu'elle entende parler des 3 petits coincés derrière une cloison effondrée, elle écoutait les annonces d'évacuation avec l'intérêt détaché généralement réservé aux bulletins météorologiques. La chose sensée à faire aurait été de respecter les procédures d'évacuation. En effet, elle n'avait pas la formation nécessaire pour les opérations de sauvetage. Suivre la procédure opérationnelle standard n'était pas de son ressort. Ce serait une violation d'environ 47 règlements de sécurité distincts de l'hégémonie que d'essayer de secourir les petits, et il n'était même pas de son espèce. Elle a choisi de prendre sa boîte à outils avec elle et d'aller plutôt à la section B. Ah, pourquoi? Parce que les gens ont une longue histoire de ne pas suivre la logique. Comme des artères dans un corps mécanique, les puits de maintenance se frayaient un chemin à travers la superstructure de la station, permettant d'accéder à des endroits que les principales voies d'évacuation ne pouvaient pas atteindre. Selon les cartes schématiques qui clignotaient sur l'écran de son poignet, Blackwood se faufilait à travers des espaces pas plus larges que ses épaules, tandis que la station gémissait comme un animal blessé. Alors qu'elle se rapprochait des petits, elle pouvait distinguer leurs cris de plus en plus urgents, perçant le vacarme du métal tordu et des poutres de soutien qui s'effondraient. Leurs cris étaient traduits en galactique standard par le logiciel de traduction de son unité de communication, même s'il était à peine nécessaire de traduire leur terreur et leur désespoir. « Où es-tu, maman? S'il te plaît, je ne peux pas voir. L'électricité est coupée. Cela me fait peur. Quelqu'un doit venir à notre aide, s'il vous plaît. » Tout en écoutant ce qui ressemblait aux voix terrifiées d'enfants de toute la galaxie, Blackwood s'arrêta devant un panneau d'accès. Elle enfreignait de nombreux protocoles d'urgence, ce que son cerveau rationnel l'aidait à se rappeler. De plus, elle avait une chance de 14% de réussir à secourir les 3 petits qui étaient piégés et une probabilité de survie de seulement quelques pourcents si elle continuait. Une partie plus raisonnable de son cerveau pouvait prendre les choses en main. Même l'inspecteur de sécurité le plus optimiste aurait été mis au défi par la scène que le panneau d'accès a révélée. Avec des poutres de soutien tordues en sculpture d'art contemporain et des panneaux de plafond suspendus à des angles qui défiaient toute logique architecturale, la section B semblait avoir été redessinée par un tremblement de terre particulièrement vengeur. Des étincelles provenant de conduits électriques sectionnés créaient un feu d'artifice improvisé, tandis que l'éclairage de secours émettaient une lumière rouge terrifiante. Avec leurs yeux ambrés remplis de peur et leurs fourrures argentées couvertes de poussière, les petits se tenaient ensemble derrière une cloison effondrée. Leur taille n'atteignait même pas 4 pieds, conservant les traits innocents et enfantins de leur ascendance lupine.
Les dégâts structurels autour d'eux indiquaient que le temps s'échappait plus vite que l'eau à travers un barrage brisé, et leur combinaison de survie bien qu'intacte ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Blackwood fut le premier à être remarqué par Zavik le plus âgé qui avait environ 8 ans. Ses oreilles se plaquaient sur son crâne, tandis qu'il étudiait son étrange apparence, essayant manifestement de comprendre les leçons de sa meute sur les humains à la lumière du fait qu'il fallait ramper à travers un conduit de maintenance pour les atteindre. Il dit « Tu n'es pas du pack » avec le ton de légère perplexité que les enfants affichaient souvent. « Non » acquiesça Blackwood se traînant à travers la trappe d'accès avec bien moins de grâce que ce qui était probablement approprié. « Au cas où quelque chose se casse, c'est moi qui le répare. Vous pourriez m'appeler la dame de la maintenance. » Alors qu'elle montrait les débris tout autour d'eux, il était clair que quelque chose était cassé. Le cub moyen tyran dont la peur s'était momentanément apaisée inclina la tête d'une manière curieuse. « Vas-tu nous aider ?» Alors qu'il examinait la cloison tombée qui séparait les petits du couloir principal, Blackwood déclara « Je vais vous sortir d'ici. » L'obstacle semblait être la moitié d'une installation de recherche et était constitué d'environ 3 tonnes de métal tordu et de matériaux composites. Il lui faudrait une petite armée d'ingénieurs qualifiés du temps et de l'équipement qu'elle n'avait pas pour le déplacer. Au lieu de cela, elle a récupéré son coupeur plasma et a procédé à vaporiser l'obstacle avec une précision ordonnée qui aurait plu à son instructeur d'arts industriels si seulement il avait pu ignorer l'absence totale de mesures de sécurité. Avec la même curiosité innocente que les enfants ont pour les choses qu'ils ne devraient pas toucher, Nera la plus jeune regardait les étincelles voler. « Nous étions des pertes acceptables », a fait remarquer l'évacué. Les adultes étaient amenés à réévaluer leur parcours de vie par la pureté de sa voix, avec une expression qui aurait déconcerté même l'expert en efficacité le plus hégémonique. Blackwood jeta un coup d'œil au louveteau en interrompant sa coupe. « Ah bon, Z supervise le groupe. » Zavik a expliqué répétant manifestement quelque chose qu'il avait entendu mais qu'il n'avait pas entièrement compris, que cela signifiait que c'était logique. Les besoins de plus de gens devraient être satisfaits que ceux d'une poignée de privilégiés. Eh bien, remarqua Blackwood, reprenant son découpage avec un peu plus de zèle que nécessaire. Ce mathématicien n'a probablement jamais eu à l'expliquer aux 3 petits qui ont été laissés derrière. Après avoir brûlé une poutre de soutien, elle est passée à la suivante. Son coupeur à plasma tranchait dans les formalités bureaucratiques comme un couteau chaud dans du beurre. À mesure que leur étonnement grandissait, les petits la regardèrent travailler, ayant visiblement du mal à combler le fossé entre les protocoles logiques méticuleux de leur espèce et la vue de quelqu'un qui choisit l'action plutôt que les mathématiques. Ils avaient été élevés avec l'idée que les gens sensés pèsent toutes les issues possibles avant de prendre une quelconque action et que pour suivre le protocole correct, il faut d'abord analyser et obtenir la permission de faire quelque chose. En même temps, Blackwood montrait comment les humains résolvent les problèmes. Quand vous êtes confronté à un défi, comptez sur vos ressources et votre persévérance pour le surmonter. Juste au moment où les petits étaient sur le point de se faufiler à travers l'ouverture qu'elle avait dégagée, la station a décidé de rappeler à tout le monde que la gravité était toujours à l'œuvre. À quelques centimètres de Blackwood, une énorme poutre de soutien s'est effondrée du plafond obstruant le couloir principal avec son métal tordu et ses plusieurs tonnes de poids. Bondit-elle en examinant le nouvel obstacle avec la résignation cynique typiquement associée aux contrôles fiscaux. Cela va compliquer les choses. Il y avait maintenant une obstruction complète de la voie d'évacuation initiale. Un commissaire-priseur caféiné commençait à ressembler aux avertissements d'intégrité structurelle et les itinéraires alternatifs étaient soit déjà effondrés, soit en train de le devenir rapidement. Recroquevillée derrière elle, Blackwood vérifia son écran de poignet qu'elle utilisait pour tracer des itinéraires potentiels à travers le réseau de maintenance de la station.
Ramper à travers environ 200 mètres de conduits de maintenance dont certains étaient juste assez larges pour un humain adulte était la seule issue. Même s'ils étaient le plus petits, les oursons n'avaient aucune expérience de la navigation dans le réseau de maintenance. Le voyage serait déjà difficile sans leurs encombrantes combinaisons de survie. « D'accord, les enfants », proclama-t-elle, son regard se posant sur la curiosité pleine d'espoir de 3 paires d'yeux ambrés. « Restez près de moi, faites ce que je vous dis. Et évitez de toucher tout ce qui fait des étincelles. C'est la règle de base du jeu auquel nous allons jouer. Suivez la dame de maintenance. » Zavik hocha gravement la tête comme le font les enfants quand les adultes leur donnent des instructions importantes. Quand nous ressentons de la peur, nous devons garder à l'esprit que ce n'est qu'un signal de notre cerveau nous informant que quelque chose est important. « Fais attention », rétorqua Blackwood en aidant le louveteau à se glisser à travers l'ouverture qu'elle avait creusée dans la cloison. La peur n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la stupidité. Abandonner serait la chose la plus stupide à faire en ce moment. Suivant l'ordre chronologique, les petits, avec Zavik à l'arrière essayant de rassurer ses jeunes frères et sœurs, se sont mis en route pour ce qui aurait dû être une randonnée de 20 minutes dans des circonstances idéales, naviguant dans les puits de maintenance comme une ligne de congrès lente mais déterminée. Blackwood, avec sa trousse à outils, qui cliquetait contre les parois étroites, ouvrait la voie en suivant le chemin vers la sécurité. Dans des circonstances loin d'être idéales, Tiran s'est retrouvé piégé à mi-chemin de sa mission d'évacuer 3 enfants traumatisés d'une station spatiale qui tentait activement de s'effondrer à travers des conduits de maintenance qui n'avaient pas été conçus pour des procédures d'évacuation. Le cub du milieu se débrouillait bien jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit étroit où 2 conduits de maintenance se rencontraient à un angle étrange. Sa combinaison de survie s'est coincée sur une console saillante et aucune quantité de torsion ou de poussée ne pouvait le libérer. « Je ne peux pas bouger », dit-il, sa voix suffisamment anxieuse pour effrayer ses frères et sœurs. « Je suis coincé. La liberté m'échappe. » Avec la dextérité d'un professeur de yoga, Blackwood refit ses pas à travers le puits, évaluant soigneusement la situation avec la concentration laser de quelqu'un qui savait que la peur pouvait se propager comme un feu de forêt et que la seule façon de l'arrêter était de la contenir. Le support avait emmêlé la combinaison de survie de Tiran, rendant nécessaire des manœuvres précises ou des coupes précises pour le libérer. « D'accord, Tiran », dit-elle, sa voix dégageant la même assurance tranquille que les adultes dégagent lorsqu'ils improvisent. « Je vais avoir besoin que tu me fasses confiance. L'option de la manœuvre prudente prendrait du temps que nous n'avons pas, et l'option de la coupe nette pourrait endommager les systèmes de survie de la combinaison. Es-tu capable de faire ça ?» Blackwood a récupéré un micro-coupeur de sa boîte à outils, un instrument de précision plus adapté aux travaux électriques délicats qu'à l'enlèvement d'urgence de vêtements. Elle a placé l'outil délicatement contre le tissu de la combinaison, ses mains restant fermes malgré les secousses de plus en plus violentes de la station, et le petit a hoché la tête, ses yeux ambrés, grands ouverts de peur, mais remplis de la confiance que les enfants ont envers les adultes qui ne les ont pas encore déçus. Elle murmura, presque là, en appliquant la pression parfaite pour couper à travers le tissu résistant sans compromettre l'intégrité de la combinaison. Voilà. Tiran laissa échapper un soupir de soulagement et sprinta en avant pour créer de l'espace entre lui et le dangereux support. La pause momentanée leur avait coûté de précieuses minutes, mais ils étaient de nouveau en mouvement suivant Blackwood à travers des conduits de maintenance de plus en plus étroits. Que se passe-t-il quand des météores rencontrent l'architecture d'une station spatiale? Où est tout le monde, lit-on sur la sculpture abstraite qui se dresse désormais dans ce qui était autrefois la principale soute de la station qu'ils ont atteinte, après être sortis du réseau de conduits.
Les navettes d'évacuation avaient disparu et les plateformes de lancement étaient désertes, à l'exception de ce qui semblait être des débris extrêmement précieux, tandis que l'éclairage de secours projetait une teinte cramoisie sur toute la zone. « Où est tout le monde? Où sont tout le monde ?» demanda le chef après que le groupe eut évacué conformément au protocole, ne laissant derrière eux que les systèmes automatisés destinés à garantir un arrêt complet de la station. Avec sa petite voix résonnant dans la vaste pièce, Nera s'enquit. Blackwood vérifia son écran de poignet pour trouver d'éventuelles voies d'évacuation alternatives en déclarant « Ils ont suivi les règles ». Xavik fit remarquer avec une sorte d'observation enfantine que nous sommes toujours là, et Blackwood acquiesça, scrutant la baie de chargement à la recherche de tout ce qui pourrait être considéré comme un moyen de transport. En d'autres termes, nous devrons être illogiques. Son seul espoir était une petite mais fonctionnelle capsule de sauvetage d'urgence qui pouvait transporter 4 êtres en sécurité en cas de défaillance catastrophique de la station. Les systèmes de la capsule étaient entièrement automatisés, donc tout ce dont ils avaient de besoin était l'activation et une destination pour démarrer la séquence de sauvetage. Le seul problème était de trouver un moyen de l'atteindre. Perchés sur une plateforme à environ 50 mètres de là, séparés de leur position actuelle par un labyrinthe de débris tombants, de conduits électriques étincelants et de supports structurels suspendus à des angles qui enfreignaient certainement quelques lois de la physique. Le voyage nécessiterait de grimper, de sauter et probablement quelques jurons ingénieux. Avec une expression analytique généralement réservée aux mots croisés exceptionnellement difficiles, Blackwood examina le parcours d'obstacles et déclara « Il semble que le moment soit venu de passer au plan B. Cela serait gérable pour un humain adulte, mais presque impossible pour 3 jeunes louveteaux voraques vêtus de combinaisons de survie encombrantes. » Tyrone demanda « Quel est notre plan de secours ?» Et les petits lui lancèrent le regard que les adultes donnent quand ils essaient de convaincre un enfant que les légumes sont délicieux ou que faire ses devoirs l'aidera à devenir une meilleure personne. Les calculs ne collaient tout simplement pas. « Tu ne peux pas nous porter tous », dit Xavik, avec la certitude logique pour laquelle son espèce était connue, car Blackwood pesait peut-être 60 kilos trempés et chaque ourson au moins 30 kilos dans leur combinaison de survie. Selon les mathématiques de base, il serait extrêmement difficile, voire impossible, de les porter tous les 3 en même temps. Elle commença par le plus petit des oursons, Nera, et l'aida à grimper sur son dos, sécurisant sa position avec un harnais improvisé de ceintures à outils et de détermination. Ensuite, Tyrone s'accrocha à son devant comme un sac à dos surdimensionné porté à l'envers. « Regarde-moi », répondit Blackwood, car les limitations mathématiques n'avaient jamais impressionné les humains. Le plus grand Axavik a pris la position la plus précaire encerclant son côté gauche, tout en se tenant assez fermement pour ne pas tomber. Le résultat semblait défier la logique, le bon sens et probablement un certain nombre de règles de sécurité. Son centre de gravité s'était déplacé quelque part près de ses chevilles et sa vision s'était réduite à ce qu'elle pouvait distinguer autour des bords de 3 petits effrayés, et Blackwood pesait maintenant environ 105 kg et avait le profil aérodynamique d'un petit astéroïde. Avec une annonce joyeuse, elle fit son premier pas expérimental vers la capsule de sauvetage. « C'est une idée terrible », dit-elle. « Tout le monde s'accroche. » Ce qui suivit fut, pour le dire poliment, l'évacuation la plus inefficace de l'histoire galactique. Blackwood se tortillait à travers la soute, comme une araignée ivre naviguant entre les obstacles avec ses mains et ses pieds, tandis que 3 petits s'accrochaient à elle avec l'émotion désespérée des passagers d'une montagne russe particulièrement instable.
ils devaient escalader des poutres de soutien tombées qui auraient été difficiles pour un alpiniste non entravé, se faufiler à travers des trous qui pouvaient à peine contenir une personne et encore moins 4, et éviter d'une manière ou d'une autre les nombreux dangers électriques qui surgissaient comme des guirlandes de Noël dangereuses le long du chemin. Pendant ce temps, les petits continuaient leur récit à la fois terrifiant et fascinant. « Nous allons mourir », murmura Nero à l'oreille de Blackwood. « Probablement pas », répondit Blackwood se hissant au-dessus d'une plaque de trous tordus qui s'était coincée entre deux conteneurs de marchandises. Zavik, connu pour son détachement clinique, observait avec la folie dont son espèce était connue. « Tu es complètement fou », répondit Blackwood, ajoutant qu'elle avait reçu de pires compliments dans sa carrière. Alors qu'ils étaient à mi-chemin de la capsule de sauvetage, la poutre de soutien principale de la station décida d'abandonner ses fonctions structurelles. Derrière eux, l'énorme poutre s'écroula, faisant trembler tout le compartiment de chargement et envoyant des étincelles voler à travers leur chemin désert. « Eh bien, » remarqua Blackwood prenant un moment pour se ressaisir alors qu'elle soutenait environ 1/5 fois son poids corporel. « Ça va rendre le voyage de retour intéressant. »« Quel voyage de retour ?» demanda-t-elle confuse. Demanda Terran. « Celui que nous n'accepterons pas. »« J'avance, je ne recule pas, » répondit-elle en reprenant sa marche maladroite vers la sécurité. « Parfois, la seule issue est de traverser. » La plateforme des capsules de sauvetage se dressait devant eux comme une oasis métallique, son signal d'urgence clignotant avec un rythme régulier qui suggérait qu'elle était encore fonctionnelle malgré le chaos environnant. 20 mètres 15 minutes, plus 10 secondes. À ce moment-là, la gravité artificielle s'est également rebellée. Les générateurs de gravité qui avaient lutté pour maintenir une force de champ constante tout au long de la catastrophe ont finalement cédé et Blackwood et ses petits se sont soudainement retrouvés en apesanteur, flottant sans but vers le plafond, alors qu'ils luttaient pour apprendre la navigation tridimensionnelle. « Oh, allez !» murmura Blackwood, en se propulsant vers la plateforme des capsules de sauvetage en utilisant le mur le plus proche. Vraiment, quelle absurdité! L'apesanteur facilitait le transport des petits d'un point de vue du poids, mais rendait la navigation beaucoup plus difficile. Blackwood devait se contenter de toutes les prises qu'elle pouvait trouver, évitant les éléments structurels et les débris, tout en luttant pour maintenir sa prise sur 3 passagers qui s'habituaient encore à la pesanteur. Malgré les rebonds contre les panneaux de plafond et les murs, ils ont rassemblé suffisamment d'élan pour atteindre la plateforme des capsules de sauvetage, juste au moment où la gravité artificielle reprenait vie. Tous les 4 furent projetés sur le pont dans un enchevêtrement de membres de combinaisons de survie et de fierté blessés lorsque le poids inattendu leur revint. Je pensais que tout le monde était passé à autre chose. Alors que Blackwood se démêlait des petits et les examinait pour voir s'ils avaient des blessures visibles, elle demanda. Son reflet rencontra 3 paires d'yeux ambrés qui semblaient exprimer une gamme d'émotions allant du soulagement et de l'émerveillement aux prémices d'une adoration héroïque. Ils étaient vivants et proches de la sécurité, bien qu'ils soient blessés, effrayés et probablement traumatisés à vie. Zavik murmura « Tu l'as vraiment fait ?» avec un air d'admiration généralement réservé à ceux qui témoignent de l'extraordinaire. « Pas encore fait », dit Blackwood en aidant les petits à se relever et en les conduisant à l'entrée des capsules de sauvetage. « Nous devons quitter cette station avant qu'elle ne s'effondre complètement. » L'intérieur exigu mais pratique de la capsule de sauvetage était conçu pour transporter 4 êtres en sécurité. Après avoir attaché les petits à leur siège, Blackwood a lancé la séquence de lancement automatisée,
puis s'est détendu, s'installant dans le petit hublot du pod pour observer le plus grand feu d'artifice de l'univers. Ce que les ingénieurs appelaient une défaillance structurelle catastrophique et que les poètes appelaient une mort incroyablement spectaculaire, s'abattait sur la station de recherche Kepler 442b. Des morceaux de la station tombaient comme des pétales d'une fleur et les balises d'urgence envoyaient leurs derniers signaux dans l'espace. Néra demanda « C'est censé faire ça? Est-ce que c'est censé faire ça ?» demanda-t-elle en regardant le hublot passer et en voyant des morceaux de leur ancienne maison tomber en pluie. En disant cela, Blackwood sourit, mais ses mots étaient dépourvus de conviction. Sans intervention humaine, le signal de détresse de la capsule de sauvetage fut envoyé aux navires de sauvetage à proximité, les informant de leur position et de leur état actuel. En quelques minutes, la flotte d'évacuation de Vorak détecterait le signal et manœuvrerait rapidement pour secourir 4 êtres qui, selon la logique mathématique, n'auraient pas dû exister. À bord du navire de recherche Moonhow, le commandant Zeus passait en revue les statistiques d'évacuation avec son équipe lorsqu'elle reçut l'alerte du balise de sauvetage. Tout le personnel a été évacué en toute sécurité pendant l'évacuation qui avait suivi le protocole. Cependant, le manifeste des passagers de la balise était quelque peu déroutant car 3 petits avaient été déclarés pertes acceptables. Nous avons trouvé 4 indicateurs de vie. Sa voix, selon un officier des communications, avait cet air d'incertitude que l'on s'attendrait à entendre en apprenant que les mathématiques s'étaient trompées sur quelque chose de crucial. 3 jeunes Vorak et un humain adulte. Stus regardait intensément l'écran de données. Elle passait en revue tous les scénarios possibles dans son esprit amélioré et chacun semblait aussi improbable que le précédent. En raison d'une cloison effondrée, il n'y avait aucun moyen de secourir les petits. L'ingénieur de maintenance humain était censé se trouver dans une partie de la station et s'est retrouvé dans une autre. Leurs chances mathématiques de survie étaient presque nulles. Elle s'enquit des identités vérifiées. La réponse provenait d'Axtan et de la NRA de notre équipe de recherche. Un individu de la division de maintenance Ripley Blackwood a été identifié. Alors que l'esprit de Zeus était emporté par une vague d'irrationalité, les yeux ambrés de l'équipe reflétaient sa propre confusion alors qu'ils se rassemblaient autour de la station de communication. Ils avaient respecté toutes les procédures d'évacuation, utilisé les informations à leur disposition pour prendre des décisions éclairées et étaient prêts à faire les sacrifices parfois nécessaires pour survivre. Malgré tout cela, l'humain avait réussi à accomplir l'impossible. Comment la question qui était dans l'esprit de tous dans la meute a été posée par Vex? Stus était incapable de répondre. Elle appartenait à une espèce qui avait dépassé les actions illogiques qui mettaient des vies en danger inutilement et les instincts de base qui plaçaient les sentiments avant la raison. Après un certain temps, il mûrissait en être civilisé et logique qui mettait les mathématiques avant les émotions lorsqu'il prenait des décisions. Évidemment, ce mémo n'était pas parvenu à l'humaine. Zeus passa les 12 minutes nécessaires pour secourir quelqu'un à rédiger un rapport d'incident que ses supérieurs trouveraient particulièrement frustrant. Après l'implication d'un ingénieur de maintenance ayant une histoire de mépris pour les procédures de sécurité, comment expliquer que ce qui était autrefois des pertes acceptables deviennent des survivants inacceptables? Alors que Néra était extraite de la capsule de sauvetage par Blackwood, Zavik et Tyrone, s'accrochait à sa combinaison comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. Son apparence suggérait qu'elle avait été prise dans une tornade mécanique. Ça. Elle portait une combinaison déchirée et des cheveux qui se libéraient de sa queue de cheval, de manière que le gel coiffant ne pouvait contrôler. Elle réussit à paraître suffisamment décontractée pour dire « Salut !» à Zeus, comme s'ils s'étaient croisés par hasard dans un café.
Il pourrait te manquer quelques petits que j'ai localisés. Une douzaine de séminaires de formation à la sensibilité de l'hégémonie auraient pu être extraits de la réunion qui a suivi. Les petits ont raconté leur histoire avec la même excitation que les enfants pour les grandes histoires, et la meute a entouré ces jeunes sauvés avec un sentiment de soulagement accablant que les adultes ont appris à ne pas montrer. D'habitude, Zeus n'examinerait que des spécimens de recherche extrêmement déroutants avec le niveau de rigueur analytique qu'elle appliquait à l'humaine. Sans aucune indication de force surhumaine ou d'autres capacités particulières qui pourraient expliquer son succès remarquable, Blackwood se tenait à la hauteur de la poitrine de la majorité de sa meute. Son accomplissement était remarquable parce que selon n'importe quelle norme raisonnable, elle était totalement moyenne. Une analyse mathématique a révélé une probabilité de 14% de réussite de l'extraction. Zeus parlait avec un air de perplexité qui rappelait celui que l'on a quand on voit une équation tourner mal. Alors que la NRA persistait à s'accrocher à sa jambe, Blackwood répondit « Ouais bon ?» et prit un scanner médical à l'un des médecins de l'équipe. Parfois, l'obstination humaine défie les explications mathématiques. Bien que son ton soit plus accusateur qu'étonné, Zeus a souligné que vous avez enfreint 47 protocoles de sécurité. Certainement plus que cela, a acquiescé Blackwood avec enthousiasme. Après avoir pris la décision de transporter 3 petits à travers une station spatiale en train de s'effondrer, j'ai cessé de compter. Dans un effort pour concilier les faits avec sa conception de conduite raisonnable, Zeus a déclaré que c'était irrationnel. En effet, Blackwood l'a pleinement confirmé. Le fait qu'il n'était pas logique d'abandonner le trio d'enfants est un plus. Pendant les 20 minutes suivantes, Zeus a essayé de déchiffrer comment les humains prennent des décisions, tandis que Blackwood prouvait que la logique humaine suivait des règles qui causeraient des crises de panique à un mathématicien hégémonique. L'officiel Kellen est arrivé à l'heure convenue pour prendre des déclarations et soumettre les documents nécessaires. Le Kellen était membre de l'espèce administrative de l'hégémonie qui avait maîtrisé l'art de l'efficacité dans leur système de classement et n'avait donc plus besoin de divertissement. Avec 6 bras conçus pour manipuler des documents simultanément et des yeux capables de scanner des textes juridiques à des vitesses surhumaines, il mesurait près de 8 pieds de haut. Quand il s'agissait de gestion de crise, il privilégiait la paperasse à toute forme d'action et sa mallette contenait plus de formulaires qu'une petite lune. Il a annoncé qu'une explication détaillée des écarts de protocole est requise pour le formulaire de rapport d'incident 7743B, créant une tablette de la taille d'une petite table de salle à manger.